représente bien. Merci, M. Terrien, pour cette belle allocution. Alors, j'invite maintenant Xavier Barsalou-Duval à prendre la parole. Merci beaucoup, Joanne. Le son fonctionne bien? Oui? OK, super. Premièrement, salutations à tout le monde. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Avant de commencer, je voudrais me permettre de saluer quelques personnes. Ma conjointe, Marilyn Gill, François Beaune, l'ex-député de Marguerite Douville, ça c'est Boucherville, Sainte-Julie, puis je pense quand il était député, il y avait aussi Saint-Amable dans sa circonscription. Stéphane Bergeron, député de Montarville et ex-député de ma circonscription, on pourrait dire ex-député de Verchères, ex-député de Pierre de Verchères des Patriotes, donc ex de bien des choses. Mon prédécesseur dans le comté, c'est vraiment apprécié que tu sois avec nous aujourd'hui. Et mes nombreux collègues du caucus, j'en ai noté quelques-uns. J'espère que j'en oublierai pas. Je suis regardé dans la liste des participants. J'en ai vu beaucoup quand même. Donc, ça fait plaisir vraiment de vous avoir aujourd'hui. Denis Trudel de Longueuil-Saint-Hubert, Yves Perron de Berthier-Masquinongé, Simon-Pierre Savard-Tremblay de Saint-Hyacinthe-Bagotte, Louis Plamondon de Bécancourt-Nicolet-Sorel, Claude de Bellefeuille de Salaberry-sur-Roi, Luc Desilets de Rivière-des-Mille-Îles, Sébastien Lemire d'Abitibi-Témiscamingue et Sylvie Bérubé d'Abitibi-Nunavik-Ayou. Tout ça pour vous dire que c'est pratique pour ça, des investitures virtuelles. On a des gens qui viennent de loin, qui sont avec nous, mes deux collègues de l'Abitibi notamment. Donc, merci, bienvenue à vous. Je voudrais aussi souligner quelques personnes que j'ai identifiées aussi dans la liste des participants qui sont des élus de la région. Là, Nathalie Boisclair, conseillère municipale à Longueuil et aussi présidente de l'arrondissement Saint-Hubert. Chantal Denis, émérisse de Saint-Antoine-sur-Richelieu. La présidente du Bloc québécois de notre parti, Joanne Deschamps. Merci d'être avec nous. Et Alain Terrien, député de la Prairie et leader parlementaire du Bloc québécois, qui vient tout juste de s'adresser à nous. Merci beaucoup, Alain, pour tes bons mots. C'est toujours très agréable de travailler avec toi. Mais avant, je te connaissais comme député du Parti québécois à Québec, mais je trouve que c'est une belle découverte d'avoir la chance de travailler avec toi à Ottawa. C'est vraiment quelque chose de le fun et d'apprécier, de plaisant. Évidemment, je fais exprès, là, je le garde pour la fin. Mon chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette. Donc, merci d'être avec nous. L'investiture, c'est toujours quelque chose qui est un grand moment de la vie politique d'un député. Tu sais, c'est un moment où les gens de ton parti te donnent leur confiance pour les représenter. Donc, ça représente beaucoup. Et je dirais que c'est encore plus spécial quand c'est le comté d'où tu viens, où tu as grandi, où tu as toujours habité. Parce que, tu sais, moi, je suis un gars de la place, puis j'en suis vraiment fier. Puis, habituellement aussi, une investiture, c'est un grand événement qui se passe dans une grande salle avec le plus de monde possible. On se donne la main, le monde se jase, puis on essaie de donner tout un show. Puis là, c'est un peu l'inverse en ce moment, hein, parce qu'on essaie de faire ça le plus simple possible parce qu'on sait que garder l'attention du monde sur un écran, c'est pas toujours facile. On n'est pas captif dans une salle, on est chacun chez nous dans nos affaires. Par exemple, moi, en ce moment, je suis en direct de ma cuisine à Boucherville. Je vous rassure, de mon côté, là, je suis assez captif, je n'ai rien qui cuit sur le poêle. En plus de ça, on est en COVID. Fait qu'en COVID, gouvernement minoritaire, à chaque semaine, on se demande si Justin Trudeau va nous déclencher des élections. Fait que même en pandémie, il faut qu'on trouve des moyens de faire ce qu'on a à faire. On a réussi à faire beaucoup de choses, je pense, dans la dernière année. Puis là, on lance les investitures. Aujourd'hui, on est un peu un groupe test. Hein? On est les premiers à faire ça. Je suis le premier député investi et premier candidat investi dans une assemblée virtuelle. Fait qu'on brise la glace. L'avantage, c'est que si jamais ça se passe mal, on va pouvoir mettre ça sur le dos du national. Mais pour l'instant, je pense que ça se passe quand même bien. On a hâte quand même qu'elle soit finie, ce maudit COVID-là. On a hâte de pouvoir sortir de chez nous, de pouvoir voir du vrai monde. En tout cas, moi, je peux vous dire que ça me manque de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir être proche des citoyens. Puis pour moi, c'est quelque chose de bien important. On a essayé quand même, malgré tout, d'imaginer toutes sortes de façons de rejoindre le monde, que ce soit par Internet, des courriels, des visioconférences.
mais ça n'empêche pas que ce ne sera jamais pareil comme une vraie présence en personne. Je peux vous dire qu'en 2021 ou bien en 2022 ou plus tard, ben, dès qu'on va avoir l'occasion de se reprendre, on va le faire. J'ai vraiment hâte de retrouver les gens, de revoir le monde, nos membres, nos militants, comme les citoyens de la circonscription. Puis je dirais même aussi les gens du caucus avec lesquels on fait des caucus virtuels, mais c'est encore là pas des présences physiques là, en personne. Je vous dirais aussi que souvent, quand on décide de se représenter avant une investiture, le député doit comme avoir une réflexion un peu, dire est-ce que ça représente, est-ce que je ne me représente pas, tu en parles un peu avec la famille, avec tes proches, tes amis, tu regardes où est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis tout ça. Et je vous dirais que dans mon cas, même si c'est toutes des questions qu'on se pose quand même à chaque fois, je dirais que la réflexion s'est faite beaucoup plus rapidement parce que ben, j'aurais eu l'impression de ne pas avoir fini mon mandat si j'avais décidé de ne pas me représenter. Ça fait 1 an et demi qu'on est là. Puis dans l'1 an et demi qu'on a eu à peu près 1 an de COVID. Donc, c'est clair qu'il nous reste encore beaucoup de choses à faire. Puis je pense qu'on a encore beaucoup de choses à donner. Il y a 1 an et demi de ça, ben, on avait 10 députés. Puis, si on s'en rappelle, là, on avait un chef aussi que pas grand monde connaissait, puis des sondages qui ne donnaient pas envie à tant de monde que ça de se présenter pour nous autres. Au Parlement, on était assis dans le pit en arrière, dans la dernière rangée. On avait le droit à 1 ou 2 questions, des fois à 3 si on était bien chanceux. Puis vu que c'était les dernières questions de la journée rendues là, ben, il n'y a plus grand monde qui écoutait, puis souvent les journalistes étaient déjà partis. Parce que dans ce temps-là, c'était des présences physiques, là, fait que les journalistes, ils s'en allaient. Quand les dernières questions de la journée, ils allaient préparer leur topo, puis nous autres, on passait dans le bar la plupart du temps. Fait qu'il a fallu qu'on se batte pour avoir, par exemple, droit à des chaises pour s'asseoir dans l'antichambre. Il faut le faire, là. On ne pouvait même pas s'asseoir dans l'antichambre. Les autres partis, eux autres, il y avait des tables, il y avait des téléphones, des ordinateurs, des imprimantes, photocopieurs, tout le kit, ça allait bien leur affaire. Nous autres, si on voulait imprimer une feuille de papier, il fallait qu'on fasse 10-15 minutes de marche aller, 10-15 minutes de marche retour. On parle d'une demi-heure pour aller chercher une feuille. Tu avais besoin de ne pas l'oublier avant de partir, mettons. Aujourd'hui, ben, ça a pas mal changé. Hein. On a 32 députés, une grosse équipe, puis on pourrait être encore plus grosse, là, mais on a une bonne équipe. Et les médias, ben, nous boudent pas mal moins qu'ils nous boudaient aussi il y a quelques temps. Mais on a été chanceux. On s'est trouvé un chef qui a fait le saut puis qui a été assez fou pour y croire. Puis les Québécois ont découvert qu'il était excellent. Nous autres, on le savait déjà. On espérait juste qu'on arriverait à attirer l'attention des Québécois. Mais je pense qu'on peut être fiers. On peut être fiers de la campagne que notre chef a menée l'année passée. Puis je pense qu'on peut être aussi s'attendre à ce que la prochaine, en tout cas, soit peut-être moins magique, mais quand même, on sait qu'on a quelqu'un sur qui on a un bon cheval, comme on dit, quelqu'un sur qui on peut se fier. Alors, on est content de l'avoir, puis ça a fait toute une différence dans la dernière année, comme ça a fait une différence majeure dans la dernière élection. Les Québécois l'ont découvert, puis moi, ce que j'entends sur le terrain des messages Facebook, puis des appels, puis des courriels, parce que le terrain physique est moins là, mais c'est que les gens ne regrettent pas leur choix, puis ça, c'est bien motivant. Si on compare les deux élections, je veux dire, en 2015, on a fait 29 %. On a été élus avec 29 % dans le comté. Et 2019 a été élu avec 51 %. Méchante différence. Là. Puis ça, évidemment, bien, la campagne nationale y est pour quelque chose. On a travaillé fort, mais vraiment, la campagne a fait une grosse différence. Justin Trudeau, il a réussi à garder le pouvoir, mais affaibli. Les gens n'avaient pas été impressionnés par son dernier mandat. Puis je me permettrais de dire que je pense qu'ils n'ont pas été bien plus impressionnés par son nouveau mandat jusqu'à date. Avant 2019, on entendait beaucoup de gens dire que l'indépendance, on n'était plus sûr, on n'était pas trop sûr, c'est-tu d'actualité, est-ce que c'est encore rapport, tout ça. Mais je dirais avec l'arrivée d'un gouvernement nationaliste à Québec, les gens ont commencé à changer d'idée un peu ou à voir ça un peu les choses différemment. Ils ont adopté la loi 21 puis ils se sont rendus compte assez vite qu'Ottawa allait venir encore une fois jouer dans nos affaires puis qu'on aurait besoin du Bloc pour tenir le fort, pour leur dire que non, au Québec, c'est nous autres qui décident. Puis idéalement, bien, si on veut prendre nos propres décisions, c'est en étant un pays. Mais ça semble pourtant déjà loin un peu ça. Alors, ça fait à peine 1 an et demi.
Et parce que ça fait un an à peu près qu'on est dans la COVID. Puis encore là, avec la COVID, il y a bien du monde qui aurait pu penser, on ne parlera plus de politique, on va juste parler de la COVID. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi la politique qui gère la COVID. Hein? Fait que, on a eu, dans cette année-là, les libéraux, en fait, qui auraient aimé ça, justement, qu'on ne parle plus de politique, qu'on ne parle plus d'indépendance, qu'on ne parle plus de nation. Eux autres, leur but, c'est d'essayer de fermer le Parlement et de trouver le plus de façons possibles de nous faire taire. Ils ont essayé ça dès le début de la COVID, ils ont fermé le Parlement. Après ça, ils ont essayé de limiter l'ouverture le plus possible du Parlement. On a eu à l'automne, même à l'été, une fermeture là, complète, une prorogation. En ce moment, ils ont encore joué des pieds et des mains là, en janvier pour essayer de retarder les affaires. Tous les moyens sont bons pour limiter la parole qui ne fait pas leur affaire. On s'est rendu compte aussi avec la COVID qu'en 2020 et en 2021, les frontières, ça servait encore à quelque chose. On s'est rendu compte que la première affaire qui passait à la trappe en cas d'urgence, souvent au Canada, c'était le français. On n'a jamais été aussi mal servi qu'on l'est présentement. On s'est rendu compte que l'approvisionnement, par exemple, en fourniture médicale, en nourriture ou en vaccin, par exemple, ça pouvait être des affaires importantes. La mondialisation, qui était comme un train qui était parti, ça a comme des limites parce que la désindustrialisation, ça peut venir avec des conséquences aussi. Quand on devient dépendant des autres, c'est jamais une bonne chose. Nous autres, au Bloc québécois, ça fait longtemps qu'on en parle, que c'est important qu'on soit propriétaire de nos propres moyens, qu'on ne soit pas dépendant des autres, qu'on parle de l'autonomie alimentaire, l'autonomie en matière de production chez nous, de défense de nos fleurons. Et je pense que tous les porteurs, en fait, de l'idéologie, on va dire, mondialiste exacerbée, ce n'est pas d'être contre les échanges commerciaux, mais c'est pour être pour nos intérêts à nous d'abord et avant tout, d'être conscient qu'il y a des choses qui sont stratégiques qu'on ne peut pas laisser aller. Mais ça, c'est un discours que le Bloc québécois portait déjà et qui résonne encore plus avec ce qui s'est passé avec la COVID. Donc, ça renouvelle un peu toute l'importance d'être maître chez nous, puis de prendre nos propres décisions par nous-mêmes en tant que Québécois. Dans mes dossiers de porte-parole, en tant que porte-parole transport, infrastructure puis collectivité aussi, j'ai été aux premières loges de ça. On a vu, par exemple, Air Canada qui a coupé toutes les dessertes régionales. C'est qui a réglé le problème de ça quand Air Canada s'est levé au mois de juin en début de COVID en disant « Fini le transport régional », alors que ça faisait des années qu'Air Canada coupait les prix d'une région juste pour tuer le compétiteur. Puis une fois que la compétition n'était plus là, remontait les prix dans le plafond. Fait que le monde là-bas est en maudit après Air Canada, à tel point que quand Air Canada est parti, le monde disait « Bon débarras ». Il faut le faire pareil quand tu perds ton service et tu es content qu'il ne soit plus là, c'est parce que c'était un problème. Là, on a des compagnies régionales qui ont pris le relais. Mais c'est qui a aidé à ce que ça se produise? Ce n'est pas Ottawa, c'est le gouvernement du Québec, malgré que c'est une compétence fédérale dans une certaine mesure. Parce que le gouvernement fédéral, lui, il a dit « Ah oui, on va parler aux compagnies, on va essayer de trouver des solutions. » Mais c'est ce qu'il nous dit tout le temps. On voit qu'il y a de la misère à agir, malheureusement, à prendre des décisions. Et ça fait pas loin d'un an qu'il promet des solutions pour, par exemple, le secteur aérien. Puis, il n'y a toujours rien qui est arrivé. Il n'y a toujours pas de problème. Puis, c'est peut-être pas étranger au fait que Marc Garneau ait perdu son poste de ministre des Transports parce qu'à un moment donné, ça a tellement plus de sens à quel point il y a de l'inaction puis il n'y a rien qui bouge dans ce gouvernement-là qu'il faut bien brasser les cartes, donner l'impression qu'il y a quelque chose, le cacher de son bilan puis de montrer qu'il y a du vent frais un peu. Alors, c'est Québec qui a réglé le problème, qui a mis en place un comité avec l'UMQ, l'Alliance touristique du Québec et les municipalités, les forces vives du Québec pour trouver des solutions. Puis j'espère qu'Ottawa ne se mettra pas encore dans le chemin du Québec qui veut trouver des vraies solutions, autres que dire on va subventionner la grosse corporation Air Canada pour aller tuer nos petites compagnies régionales. On a assez joué dans ce film-là. On parle aussi de toute la question des billets d'avion pour lesquels je me suis battu. La COVID a fait en sorte que tout le monde qui avait des voyages qui ont été annulés se sont ramassés avec zéro remboursement. Zéro remboursement. Des milliers de dollars, des milliards de dollars en fait, des milliers de dollars pour les individus, mais des milliards de dollars d'un coffre des compagnies aériennes qui ne sont pas remboursés, qui n'ont pas été retournés alors que le service n'a jamais été rendu. Tu payes pour un billet, mais tu n'as pas de voyage, puis les autres, ils gardent ton argent. C'est ça qui se passe en ce moment. On a dénoncé ça, on a fait une pétition avec les associations de consommateurs, de trentaines de mille de personnes qui ont signé ça. On a posé des questions en chambre, en comité.
On les a achalés, là, en plus, on a déposé un projet de loi. Le gouvernement il a fini par dire, toujours les demi-mesures, là, il faudrait peut-être que les compagnies remboursent. Donc, mais on ne forcera pas non plus à rembourser, même si le Code civil du Québec dit qu'il devrait rembourser, puis que le gros bon sens il dit la même chose, puis que les derniers jugements qui viennent de sortir en cours disent que oui, tu n'as pas eu de service, tu es remboursé. Il dit, on va leur demander de rembourser si jamais on les aide financièrement. Donc là, on s'est dit, hey, good job, on a réussi. Le gouvernement, au moins, il va faire en sorte que les gens reçoivent leur remboursement. Ce qu'on n'avait pas deviné, c'est que 3-4 mois plus tard, ben, l'aide au secteur aérien ne serait toujours pas là, puis le monde ne ferait toujours pas rembourser leurs billets. En revenant des fêtes, après Noël, tout le monde est resté cloîtré chez eux. On a eu des fêtes, comme Trudeau voulait nous dire, des fêtes de Noël plates. Hein? Mais bon, on a réussi à trouver moyen de s'amuser quand même dans une certaine mesure. On s'est quand même privé, on n'a pas vu nos familles, on n'a pas fait de gros parties et puis tout ça. Qu'est-ce qu'on apprend le 2 janvier? On ouvre le journal. Le gouvernement Trudeau donne 1 000 $ aux voyageurs qui retournent de l'étranger pour leur quarantaine. Là, tu te dis, ça n'a pas d'allure. On fait des efforts au Québec. Le gouvernement, les hôpitaux sont pleins. Le monde respecte les consignes sanitaires. Il y en a qui perdent leur emploi. Puis pendant ce temps-là, tu as le gouvernement à Ottawa qui lui dit, on va faire des chèques à ceux qui ne respectent pas les règles. Ça n'a vraiment pas de bon sens. Et le gouvernement Trudeau, il a finalement dit encore là, il a finalement fini par reculer en disant, ben oui, on va rembourser, on va demander aux gens, là, il n'y en aura plus de 1 000 $, mais ça va juste être pour les prochains. Tous ceux qui sont arrivés avant le mois de janvier, ben, eux autres, ils vont pouvoir le garder. Encore là, c'est toujours des espèces de demi-mesures. On n'est pas capable de prendre les vraies décisions qui s'imposent, de dire non. Vous n'avez pas respecté les consignes sanitaires. Le 1 000 $, il n'est pas à vous autres. La population en a besoin pour aider là, avec les circonstances. On a aussi eu le problème des frontières dans la dernière année. Hein. Là, parce que les gens, là, il y avait Noël. Bon, il y en a qui ont vu les prix en rabais, qui se sont dit on a peut-être une opportunité de partir dans le sud. On a vu la semaine de relâche qui s'en vient. Puis là, on a dit là, ça ne faudrait pas que le variant rentre. On a martelé au gouvernement, on les a achalés, on dit quand est-ce que vous allez régler le problème? Ça a pris jusqu'au mois de février. Là. Tout le temps des fêtes a eu le temps de passer avant que le gouvernement Trudeau dise ouais, ben, on va peut-être faire quelque chose pour les frontières. Fait qu'ils ont trouvé une solution. Ils ont dit on va demander aux compagnies aériennes canadiennes de ne pas donner de voyage dans le sud jusqu'au mois d'avril. Encore là, tu sais, pas capable de vraiment prendre une vraie décision, les choses qui s'imposent, toujours des demi-mesures. Donc là, finalement, ben, ça a été un gros spectacle, là, des gros feux d'artifice, mais au final, pour pas grand-chose, parce que les gens peuvent encore partir en voyage. On n'a pas mis fin au voyage non essentiel. Il s'agit juste de passer par une compagnie américaine ou une compagnie d'un autre pays, puis tu y vas en voyage dans le sud. C'est quand même décourageant de voir le gouvernement jamais vraiment capable de faire ce qu'il a à faire. Et je pense que si on était indépendant, ben nous autres, on les aurait pris ces décisions-là, puis on n'aurait pas encore attendu après Ottawa qui n'est pas capable de faire ce qu'il a à faire. Même si on a passé une année qu'on pourrait dire sur pause avec la COVID, puis qu'il y a beaucoup de projets qui ont été mis sur la glace, dans la circonscription, il y a quand même des choses qui ont avancé dans la dernière année. Par exemple, le dossier sur le Richelieu qu'on a déposé pour faire en sorte d'avoir une limitation de vitesse pour aider à la qualité de vie des riverains, mais aussi la sécurité des gens qui sont sur la rivière, parce que quand tout le monde roule trop vite et qu'il n'y a pas de civisme, ça peut causer problème avec le volume de monde qui passe sur le Richelieu. Donc, on a déposé un dossier qu'on a travaillé pendant quelques années et on a obtenu une lettre d'appui de Pêche et Océan Canada pour nous dire hey, c'est un bon projet votre affaire, ça va aider justement à protéger les habitats naturels, notamment des espèces en péril, parce que si l'eau brasse moins et si les bateaux vont moins vite, bien, ça va aider, ça va laisser une chance, par exemple, aux chevaliers cuivrés ou à d'autres espèces. Donc, c'est quand même une belle victoire qu'on a eue dans les derniers mois. On entend encore la réponse là, de Transport Canada au dossier, mais ça n'empêche pas que quand il y a un ministère qui dit à l'autre ministère qu'il devrait faire ce que nous autres, on leur dit de faire, les chances sont assez bonnes qu'on gagne notre point. Là. On a aussi travaillé sur la question de l'érosion des berges, des gens qui se font arracher des bouts de leur terrain par les bateaux là, qui passent la voie maritime du Saint-Laurent. Qui se rendent à Montréal. On est bien content que les bateaux ils transportent les conteneurs et les marchandises qu'on a besoin. C'est bien correct qu'on a des retombées économiques de ça. Mais le problème, c'est quand le monde perd leur terrain et qu'il faut qu'ils investissent le prix de leur maison pour réparer leur berge,
c'est un peu décourageant. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Le principe du bon voisinage, c'est de dire tu brises le terrain de quelqu'un, mais tu le répares et tu l'aides à le garder en état. Alors, on a monté à Ottawa avec les gens des berges, on a monté un regroupement ensemble des citoyens pour qu'ils se parlent, qu'ils s'organisent. On a fait une pétition. On a travaillé pas mal avec eux autres. Puis là, ce qui est arrivé, on a même été jusqu'à déposer un recours collectif, qui est déposé au nom, évidemment, des citoyens des berges, pour forcer en cours le gouvernement qui ne veut pas reconnaître sa responsabilité, qui a complètement abandonné ça, alors que pourtant, dans le passé, il y avait un programme de protection des berges par le fédéral. Ça a juste été coupé parce que, vous savez, tout ce qui est fédéral, on coupe, mais on garde l'argent. On garde l'argent pour d'autres choses. On a aussi travaillé énormément sur tous les cas de citoyens. Hein. Les gens ont comme redécouvert qu'un bureau de député, c'était pas mal utile dans le temps de la COVID. Là. Les appels, là, ça ne lâchait pas au bureau, les courriels. Le monde a vraiment travaillé très fort au bureau, débordé par tous les cas, avec évidemment tous les changements de programme, l'instabilité, l'incertitude que les gens ont vécu. Notre bureau a vraiment servi. Puis ça, je pense qu'on a vraiment fait un excellent travail. Les gens ont obtenu réponse à leurs questions, puis on a fait un suivi. Et chapeau à toute l'équipe du bureau. On a vraiment fait ça comme des chefs. Au niveau personnel, moi, à l'école, j'ai toujours été quelqu'un de très compétitif. Il y en a qui appellent ça là, celui qui veut être le premier de classe. Là. Puis moi, je suis quelqu'un qui voulait toujours être le meilleur. Puis mes années en politique, ils m'ont appris que des fois, tu peux être bien, bien bon là, dans ce que tu fais, puis tu peux penser que tu es bien fort, puis tout ça. Mais quand tu es juste une personne, tu as bien beau travailler autant que tu voudras, tu n'arriveras jamais à tout faire. À un moment donné, un être humain, ça a ses limites. Et c'est le même principe, là, pour faire une analogie. Tu as bien beau être le meilleur rameur au monde, là, mais si tu es tout seul dans ton bateau, tu n'iras pas loin. La politique, ce n'est pas un sport individuel, c'est vraiment un sport d'équipe. C'est traître parce que souvent, les gens, quand ils regardent la TV ou quand ils voient les pancartes ou même les publicités, bien, ils voient juste une personne. Ils ne voient pas toute l'équipe qui est en arrière, qui fait l'essentiel du travail, en fait. Sans eux autres, vraiment, on ne ferait pas grand-chose. Puis, j'en profite pour vous donner 2 exemples concrets qu'on a. Cette année, par exemple, on a fini notre circonscription. On a fini premier au financement au Québec. On est maintenant rendu, en fait, avec plus de 1000 membres. On est à la veille d'être premier pour le membership si ce n'est pas déjà fait. Premier en membership, premier en financement. Et je vous le dis, là, les appels, ce n'est pas tout moi qui les ai faites. Les cartes, ce n'est pas tout moi qui les ai renouvelées. J'aurais bien beau travailler 24 heures par jour, je n'y arriverais pas pareil. Ça, c'est un exemple de travail d'équipe. Puis c'est pour ça que j'aimerais prendre le temps de remercier vraiment les gens extraordinaires avec qui j'ai la chance de travailler. Par exemple, l'équipe du bureau, Guillaume, Steven, Carole puis Denis, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié d'avoir la chance de travailler avec vous. L'équipe de l'exécutif, Emmanuel, Alain, Gina, Pauline, Richard, Paul-André, Pierre, Patrick, Jean-Marie, Mona, Robert et Alexandra. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un gros plus de vous avoir. Et il ne faudrait pas l'oublier, l'équipe familiale, Marilyn, avec qui je vis la folle aventure de la politique, mais aussi mon père, Jean-Marcel, ma mère, Louise, ma sœur, Alexandra, mes beaux-parents, Denise, Alain, mes grands-parents, Pauline et Lucien. Tout ce monde-là qui m'aide très souvent à m'occuper d'Ulysse, un petit garçon extraordinaire. Je veux que vous sachiez que je suis d'abord et avant tout un militant, puis que je vais le rester, puis que j'ai ça dans le fond du cœur, militant du Québec pour l'indépendance. Que vous pouvez compter sur moi, que je suis content d'être là pour défendre le Québec à Ottawa, puis je peux vous dire qu'on ne manque pas d'ouvrage. Puis pour l'indépendance, on ne lâchera pas non plus. Fait que merci tout le monde, merci d'être là. C'est vraiment apprécié que vous soyez aussi nombreux. Et sur ça, bien évidemment, je vais laisser la parole à mon cher chef. Je ne voudrais pas le faire attendre trop longtemps. J'ai bien hâte de l'entendre. Et bonne fin d'investiture tout le monde. Merci.